ce qui s'est passé. Je crois que c'était un chapitre où à la fin Nola et Archibert se sont envoyés des lettres d'amour, je crois. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? L'enquête continue sur la mort de Nola Kellergan. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh là là, ça fait tellement longtemps. Ah si, il y a Marcus qui a confronté Elisha Stern quant à sa relation avec Nola. Mais en gros, Elisha a presque tout nié, quoi. C'est Elisha, je crois. Oui. C'est Elisha. Ou Elira. Mais il a découvert une peinture qui représente Nola dans la maison de ce Elisha. Donc ça l'a un peu intrigué quand même. Donc elle a été voir la police pour en parler avec Gallowwood. Et ça me revient quand même un peu. Bon allez, je vais te lire ce nouveau chapitre. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs si ce n'est pas déjà fait, puisque tu entendras mieux, ou un casque, et laisse-toi bercer par le doux son de ma voix. Non, je rigole, laisse-toi bercer par ce nouveau chapitre en espérant que ma voix t'aidera à te relaxer et à t'endormir. Chapitre 18, chapitre 18, chapitre 18, puisque comme tu le sais, les chapitres sont inversés. Martha's Vineyard, Massachusetts, fin juillet 1975. Dans notre société, Marcus, les hommes que l'on admire le plus sont ceux qui bâtissent des ponts, des gratte-ciel et des empires. Mais en réalité, les plus fiers et les plus admirables sont ceux qui arrivent à bâtir l'amour, car il n'est pas de plus grande et de plus difficile entreprise. Elle dansait sur la plage, elle jouait avec les vagues et courait sur le sable, les cheveux au vent. Elle riait. Elle était tellement heureuse de vivre. De la terrasse de l'hôtel, Harry la contempla un instant. Puis il se replongea dans les feuillets qui recouvraient la table où il était installé. Il écrivait vite et bien. Depuis qu'ils étaient arrivés ici, il avait déjà écrit plusieurs dizaines de pages. Il avançait à un rythme frénétique. C'était grâce à elle, Nola chérie, sa vie, son inspiration, Nola. Il écrivait son grand roman, enfin, un roman d'amour. Harry, cria-t-elle, faites une pause, venez vous baigner. Il s'autorisa à interrompre son travail et monta dans leur chambre, rangea les feuillets dans sa mallette et passa son maillot de bain. Il la rejoignit sur la plage et ils marchèrent le long de l'océan, s'éloignant de l'hôtel, de la terrasse, des autres clients et des baigneurs. Ils passèrent une barrière de rochers et arrivèrent à une crique isolée. Là, ils pouvaient s'aimer. « Prenez-moi dans vos bras, Harry chéri », lui dit-elle lorsqu'ils furent protégés des regards. Il l'enlaça et elle s'accrocha à son cou, fort. Puis ils plongèrent dans l'océan et s'éclaboussèrent gaiement, avant d'aller se sécher au soleil, allongés sur les grands linges blancs de l'hôtel. Elle posa sa tête sur son torse. « Je vous aime, Harry, je vous aime comme je n'ai jamais aimé. » Il se sourit. « Ce sont les plus belles vacances de ma vie, dit Harry. » Le visage de Nola s'illumina.
Surtout, gardez-la toute votre vie. Toute ma vie, cette photo ne me quittera jamais. Ils étaient là depuis 4 jours. 2 semaines plus tôt. C'était le samedi 19 juillet, jour du traditionnel bal de l'été. Pour la 3e année consécutive, le bal n'avait pas eu lieu à Aurora, mais au Country Club de Montbury. Seul endroit digne d'accueillir pareil événement, selon Amy Pratt, qui, depuis qu'elle en avait pris les rênes, s'était efforcée d'en faire une soirée de grand standing. Elle avait banni l'utilisation de la salle de gymnastique du lycée d'Aurora, interdit les buffets au profit de dîners assis et placés, décrété le port obligatoire de la cravate pour les hommes et instauré une tombola entre la fin du dîner et le début des danses, pour relancer l'ambiance. Pendant le mois précédant le bal, on voyait ainsi Amy Pratt arpenter la ville pour vendre à prix d'or ses tickets de tombola, que personne ne refusait d'acheter, de crainte d'être mal placé le soir du bal. Selon certains, les bénéfices juteux des ventes allaient directement dans sa poche, mais personne n'osait en parler ouvertement. Il importait d'être en bon terme avec elle. Il se disait qu'une année, elle avait volontairement oublié d'attribuer une place à table à une femme avec qui elle s'était disputée. Au moment du dîner, la malheureuse s'était retrouvée debout au milieu de la salle. Harry avait d'abord décidé de ne pas se rendre au bal. Il avait pourtant bien acheté sa place quelques semaines plus tôt. Mais à présent, il n'était plus d'humeur à sortir. Nola était toujours à la clinique et il était malheureux. Il voulait être seul. Mais le matin même, Amy Pratt était venue tambouriner à sa porte. Il y avait des jours qu'elle ne l'avait plus vu en ville. On ne le trouvait plus au Clarks. Elle voulait s'assurer qu'il ne lui ferait pas faux bon. Il devait absolument être présent au bal. Elle avait dit à tout le monde qu'il serait là. Pour la première fois, une grande vedette new-yorkaise assisterait à sa soirée. Et, qui sait, l'année suivante, Harry reviendrait peut-être avec tout le gratin du show business. Et d'ici quelques années, le tout Hollywood et le tout Broadway viendraient jusque dans le New Hampshire pour assister à ce qui serait devenu l'un des événements les plus mondains de la côte Est. Vous viendrez ce soir, Harry. Hein, vous serez là, avait-elle gémi en se tortillant devant sa porte. Elle l'avait supplié et il avait fini par promettre de venir, surtout parce qu'il ne savait pas dire non. Et elle avait même réussi à lui refourguer pour $50 de tickets de tombola. Plus tard dans la journée, il était allé voir Nola à la clinique. Sur la route, dans un magasin de Montbury, il avait encore acheté des disques d'opéra. Il n'arrivait pas à s'en empêcher. Il savait que la musique la rendait tellement heureuse. Mais il dépensait trop d'argent. Il ne pouvait plus se le permettre. Il n'osait pas imaginer l'état de son compte en banque. Il ne voulait même pas en connaître le solde restant. Ses économies partaient en fumée, et à ce train-là, il n'aurait bientôt plus de quoi payer la maison jusqu'à la fin de l'été. À la clinique, il s'était promené dans le parc, et dans le secret d'un bosquet, Nola l'avait enlacé. « Harry, je veux partir. Les médecins disent que tu pourras sortir d'ici quelques jours. Vous n'avez pas compris. Je veux partir d'Aurora avec vous. Ici, nous ne serons jamais heureux. » Il avait répondu « Un jour. » Quoi, un jour? Un jour, nous partirons. Son visage s'était illuminé. Vraiment, Harry, vraiment, vous m'emmènerez loin. Très loin. Et nous serons heureux. Oui, très heureux. Elle l'avait serré fort contre elle. Chaque fois qu'elle s'approchait de lui, il sentait son corps traversé d'une douce sensation de frisson. C'est le bal ce soir, avait-elle dit. Oui. Irez-vous? Je n'en sais rien. J'ai promis à Amy Pratt de venir, mais je ne suis pas d'humeur. Oh, allez-y, s'il vous plaît. Je rêve d'y aller. Depuis toujours, je rêve qu'un jour, quelqu'un m'emmène à ce bal. Mais je n'irai jamais. Maman ne veut pas.
je ferai là-bas seul. Vous ne serez pas seul, Harry. Je serai là, dans votre tête. Nous danserons ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai toujours dans votre tête. » En entendant ces mots, il s'était fâché. « Comment ça, quoi qu'il arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, hein ?»« Rien, Harry, Harry chéri, ne vous fâchez pas. Je voulais simplement vous dire que je vous aimerai pour toujours. » Pour l'amour de Nola, il se rendit donc au bal de mauvaise grâce et seul. À peine arrivé, il regretta déjà sa décision. Il se sentait mal à l'aise au contact de la foule. Pour se donner un semblant de contenance, il s'installa au bar et se fit servir quelques martinis, tout en regardant les invités qui arrivaient au fur et à mesure. La salle se remplissait rapidement. Le brouhaha des conversations s'amplifiait. Il était persuadé que les regards étaient braqués sur lui, comme si tous savaient qu'il aimait une fille de 15 ans. Se sentant vaciller, il se rendit aux toilettes, se passa de l'eau sur le visage, puis s'enferma dans une cabine de WC et s'assit sur la cuvette pour retrouver ses esprits. Il prit une ample respiration. Il devait garder son calme. Personne ne pouvait savoir pour lui et Nola. Ils avaient toujours été si prudents et tellement discrets. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Surtout rester naturel. Il finit par se rassurer lui-même et sentit son ventre qui se dénouait. Il ouvrit alors la porte de la cabine et c'est à cet instant qu'il découvrit cette inscription faite au rouge à lèvres sur le miroir des toilettes. « Baiseur de gamine ». La panique l'envahit. Qui était là? Il appela, il regarda autour de lui et poussa toutes les portes des cabines. Personne. Les toilettes étaient désertes. Il attrapa à la hâte un linge qu'il gorgea d'eau et il effaça l'inscription qui se transforma en une longue traînée grasse et rouge sur le miroir. Puis, il s'enfuit hors des toilettes, craignant d'être surpris. Nauséeux et malade, le front couvert de sueur et les tempes battantes, il rejoignit la soirée comme si rien ne s'était passé. Qui savait pour lui et Nola? Dans la salle, le dîner avait été annoncé et les invités se dirigeaient vers les tables. Il avait l'impression de devenir fou. Une main lui attrapa l'épaule. Il sursauta. C'était Amy Pratt. Il transpirait abondamment. « Tout va bien, Harry ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, juste un peu chaud. Vous êtes à la table d'honneur. Venez, c'est juste là-bas. » Elle le guida jusqu'à une grande table fleurie, où était déjà installé un homme d'une quarantaine d'années, qui avait l'air de s'ennuyer ferme. « Harry Kéber », déclara Amy Pratt d'un ton cérémonieux. « Laissez-moi vous présenter à Elijah Stern, qui finance généreusement ce bal. C'est grâce à lui que les billets sont si bon marché. Il est également le propriétaire de la maison que vous occupez, à Goose Cove. » Elijah Stern tendit la main en souriant et Harry éclata de rire. « Vous êtes mon propriétaire, monsieur Stern. »« Appelez-moi Elijah. C'est un plaisir de faire votre connaissance. » Après le plat principal, les deux hommes sortirent fumer une cigarette et faire quelques pas sur la pelouse du country club. « La maison vous plaît ?» demanda Stern. « Énormément, elle est magnifique. » Faisant rougeoyer son mégot, Elijah Stern raconta, nostalgique, que Goose Cove avait été la maison de vacances de la famille pendant des années. Son père l'avait fait construire parce que sa mère avait de terribles crises de migraine et que l'air marin, selon le médecin, lui ferait du bien. Lorsque mon père a vu cette parcelle au bord de l'océan, il a aussitôt eu le coup de foudre. Il l'a achetée sans hésiter pour y bâtir une maison. C'est lui qui en a dessiné les plans. J'ai adoré cet endroit. Nous y avons passé tant de bons étés. Et puis, le temps a passé. Mon père est mort. Ma mère s'est installée en Californie. Et plus personne n'a occupé Goose Cove. J'aime cette maison. Je l'ai même fait rénover il y a quelques années. Mais je ne me suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai guère plus l'occasion de profiter de cette maison, de toute façon trop grande pour moi. Alors, je l'ai
se laisser abuser. Celui-ci se contenta de répondre: « Les gens ici sont très impressionnables. Il n'y a qu'à voir la tournure navrante que prend ce bal. » « Donc un roman d'amour ? » ?»« Oui. » »« Où en êtes-vous ? » ?»« Au début seulement. À vrai dire, je n'arrive pas à écrire. Ça, c'est embêtant pour un écrivain. Des soucis, si on veut. Vous êtes amoureux ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Par curiosité, je me demandais s'il fallait être amoureux pour écrire des romans d'amour. En tout cas, je suis très impressionnée par les écrivains. Peut-être parce que j'aurais aimé être écrivain moi-même, ou artiste de manière générale. J'ai un amour inconditionnel pour la peinture. Mais je ne suis malheureusement guère douée pour les arts. Quel est le titre de votre livre ? Je l'ignore encore. Et quel genre d'histoire d'amour est-ce ? L'histoire d'un amour interdit. Ça a l'air vraiment très intéressant, s'enthousiasma Stern. Il faudra que nous nous revoyions à l'occasion. À 21h30, après le dessert, Amy Pratt annonça le tirage au sort des lots de la tombola, dont l'animation était assurée comme chaque année par son mari. Le chef Pratt, enfonçant trop le micro dans sa bouche, égrena les lots. Les prix, offerts pour la plupart par les commerces locaux, se situaient dans le bas de gamme, sauf le premier prix dont le tirage suscita beaucoup d'agitation. Il s'agissait d'une semaine dans un hôtel de luxe de Martha's Vineyard, tout frais payés pour 2 personnes. Votre attention s'il vous plaît, s'époumonna le chef. Le gagnant du premier prix est, attention, le ticket 1385. Il y eut un bref instant de silence, puis, soudain, Harry, réalisant qu'il s'agissait de l'un de ses tickets, se leva tout étonné. Il eut aussitôt droit à un tonnerre d'applaudissements, et de nombreux invités l'assaillirent pour le féliciter. Jusqu'à la fin de la soirée, l'assistance n'eut d'yeux que pour lui. Il était le centre du monde. Mais lui n'avait d'yeux pour personne, car le centre de son monde, à lui, dormait dans une petite chambre d'hôpital, à 15 miles de là. Lorsque Harry quitta le bal, vers 2h du matin, il croisa Elisha Stern dans le vestiaire, lui aussi sur le départ. « Premier prix de la tombola, » sourit Stern. « On peut dire que vous êtes un naturel plutôt chanceux. » « Oui, et dire que j'ai failli ne pas acheter de ticket. »« Avez-vous besoin que je vous ramène chez vous ?» demanda Stern. « Merci Elisha, et j'ai ma voiture. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au parking. Une berline noire attendait Stern, devant laquelle un homme fumait une cigarette. Stern le désigna et dit: « Harry, je voudrais vous présenter mon homme de confiance. C'est vraiment quelqu'un de formidable. D'ailleurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais l'envoyer à Gouskov pour qu'il s'occupe des rosiers. C'est bientôt le moment de les tailler, et c'est un jardinier de grand talent, contrairement aux incapables qu'envoie l'agence de location et qui m'ont fait crever toutes les plantes l'été passé. Évidemment, vous êtes chez vous, Elisha. » À mesure qu'il s'approcha de l'homme, Harry remarqua que celui-ci avait une apparence effrayante. Son corps était massif et musculeux, son visage balafré et tortu. Ils se saluèrent d'une poignée de main. « Je suis Harry Kéber, » dit Harry. « Bonsoir, monsieur Kéber, » répondit l'homme, qui s'exprimait avec une élocution douloureuse et très irrégulière. « Je m'appelle Luther Caleb. » L'agitation gagna Aurora dès le lendemain du bal. Avec qui Harry Kéber allait-il se rendre à Martha's Vineyard ? Personne ne lui avait jamais connu de femme ici. Avait-il une bonne amie à New York ? Peut-être une vedette de cinéma ? Ou allait-il emmener avec lui une jeune femme d'Aurora ? Avait-il une conquête ici, lui qui était si discret ? En parlerait-on dans les journaux sur les vedettes ? Le seul à ne pas se préoccuper de ce voyage était Harry lui-même. Le lundi matin du 21 juillet, il était chez lui, malade d'inquiétude. Qui savait pour lui
noyer. Oh Harry, Harry chéri, ça m'a tellement manqué d'être ici avec vous. Il l'étreignit le plus fort qu'il put. Nola, Nola chérie, comment allez-vous, Harry? Nancy m'a dit que vous aviez remporté le premier prix de la tombola. Oui, tu te rends compte? Des vacances pour 2 personnes à Martha's Vineyard. Et pour quand est-ce? Les dates sont libres. Je n'ai qu'à appeler l'hôtel quand j'en ai envie pour faire la réservation. M'emmènerez-vous? Oh Harry, emmenez-moi là où nous pourrons être heureux sans nous cacher. Il ne répondit rien, et ils firent quelques pas sur la grève. Ils regardèrent les vagues finir leur course dans le sable. D'où viennent les vagues? Demanda Nola. De loin, répondit Harry. Elles viennent de loin pour voir le rivage de la Grande Amérique et mourir. Il dévisagea Nola et attrapa soudain son visage dans un élan de fureur. Bon sang, Nola, pourquoi vouloir mourir? Ce n'est pas qu'on veuille mourir, dit Nola, c'est qu'on ne peut plus vivre. Mais te rappelles-tu ce jour, sur la plage, après le spectacle, lorsque tu m'as dit de ne pas m'en faire puisque tu étais là? Comment veilleras-tu sur moi si tu te tues? Je sais, Harry. Pardon, je vous demande pardon. Et sur cette plage, où ils s'étaient rencontrés et aimés au premier regard, elle se mit à genoux pour qu'il lui pardonne. Elle demanda encore « Emmenez-moi, Harry, emmenez-moi avec vous à Martha's Vineyard. Emmenez-moi et aimons-nous pour toujours. » Il promit, dans l'euphorie du moment. Mais lorsque, un peu plus tard, elle s'en retourna chez elle et qu'il la regarda s'éloigner sur le chemin de Gouskov, il songea qu'il ne pouvait pas l'emmener. C'était impossible. Quelqu'un savait déjà pour eux. S'ils partaient ensemble, toute la ville le saurait. Ce serait la prison garantie. Il ne pouvait pas l'emmener. Et si elle lui demandait encore, il repousserait le voyage interdit. Il le repousserait jusqu'à l'éternité. Le lendemain, il retourna au Clarks pour la première fois depuis longtemps. Comme d'habitude, Jenny était de service. Lorsqu'elle vit Harry entrer, ses yeux s'illuminèrent. Il était revenu. Était-ce à cause du bal? Avait-il été jaloux de la voir avec Travis? Voulait-il l'emmener à Martha's Vineyard? S'il partait sans elle, c'est qu'il ne l'aimait pas. Cette question la travaillait tant qu'elle la lui posa avant même de prendre sa commande. Qui vas-tu emmener à Martha's Vineyard, Harry? Je n'en sais rien, répondit-il. Peut-être personne. Peut-être vais-je en profiter pour avancer dans mon livre. Elle eut une moue. Un si beau voyage seul, ce serait du gâchis. Secrètement, elle espéra qu'il répondrait. Tu as raison, Jenny. Mon amour, partons ensemble nous embrasser sous le soleil couchant. Mais tout ce qu'il dit fut un café, s'il te plaît. Et Jenny, l'esclave, s'exécuta. À ce moment, Tamara Quinn arriva de son bureau de l'arrière-salle où elle faisait sa comptabilité. Voyant Harry assis à sa table habituelle, elle se précipita vers lui et lui dit, sans même le saluer, d'un ton plein de rage et d'amertume: « Je suis en train de revoir la comptabilité. Nous ne vous faisons plus crédit, monsieur Kébert. »« Je comprends, » répondit Harry, qui voulait éviter un esclandre. « Je suis désolé pour votre invitation du dimanche dernier. Vos excuses ne m'intéressent pas. J'ai reçu vos fleurs qui ont fini à la poubelle. Je vous prie de régler votre ardoise d'ici la fin de la semaine. » Bien entendu, donnez-moi la facture, je vous paierai sans délai. Elle lui apporta la note détaillée et il manqua de s'étouffer en la découvrant. Il y en avait pour plus de 500 $. Il avait dépensé sans compter. 500 $ de nourriture et de boissons. 500 $ jetés par la fenêtre, juste pour être avec Nola. À cette note s'ajouta le lendemain matin une lettre de l'agence de location de la maison. Il avait déjà payé la moitié de son séjour à Gouskov, soit jusqu'à la fin juillet. La lettre
conversation à compter du 1er août et parvint à convaincre l'employé arguant de raisons pratiques de disposer de la maison jusqu'au lundi 4 août, date à laquelle il viendrait directement rendre les clés à la succursale de Boston, sur la route pour rejoindre New York. Au téléphone, il avait des débuts de sanglots dans la voix. Ainsi s'achevait l'aventure du soi-disant grand écrivain Harry Kéber, incapable d'écrire 3 lignes de l'immense chef-d'œuvre qu'il ambitionnait. Et sur le point de s'effondrer, il raccrocha sur ces paroles. « C'est parfait, monsieur. Je vous déposerai donc les clés de Gouskov à votre agence lundi 4 août en rentrant à New York. » Puis, ayant reposé le combiné, il sursauta lorsqu'il entendit une voix étranglée derrière lui. « Vous partez, Harry !» C'était Nola. Elle était entrée dans la maison sans s'annoncer et elle avait entendu la conversation. Elle avait des larmes dans les yeux. Elle répéta « Vous partez, Harry ? Que se passe-t-il » ? « Nola, j'ai des ennuis. » Elle accourut vers lui. « Des ennuis ? Mais quel ennui ? Vous ne pouvez pas partir. Harry, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, je vais mourir. » « Non, ne dites jamais ça. » Elle tomba à genoux. « Ne partez pas, Harry. Au nom du ciel, je ne suis rien sans vous. » Il se laissa tomber au sol à côté d'elle. « Nola, il faut que je te dise. J'ai menti depuis le début. Je ne suis pas un écrivain célèbre. J'ai menti sur tout. Sur moi, sur ma carrière. Je n'ai plus d'argent, plus rien. Je n'ai pas les moyens de rester plus longtemps dans cette maison. Je ne peux plus rester à Aurora. Nous trouverons une solution. Je n'ai aucun doute que vous allez devenir un écrivain très célèbre. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Votre premier livre était formidable. Et ce livre que vous écrivez en ce moment, avec tant d'ardeur, ce sera un grand succès, j'en suis certaine. Je ne me trompe jamais. Ce livre, Nola, ce ne sont que des horreurs, ce ne sont que des mots horribles. Que sont des mots horribles ? Des mots sur toi que je ne devrais pas écrire. Mais c'est à cause de ce que je ressens. Et que ressentez-vous, Harry ? De l'amour, tellement d'amour. Mais alors ces mots, faites-en de beaux mots. Mettez-vous au travail, écrivez de beaux mots. Elle le prit par la main. Elle l'installa sur la terrasse. Elle lui apporta ses feuillets, ses carnets, ses stylos. Elle fit du café, fit jouer un disque d'opéra et ouvrit les fenêtres du salon pour qu'il l'entende bien. Elle savait que la musique l'aidait à se concentrer. Docilement, il rassembla ses esprits et se mit à tout recommencer. Il se mit à écrire un roman d'amour, comme si Nola et lui, c'était possible. Il écrivit pendant de bonnes heures. Les mots venaient d'eux-mêmes. Les phrases se dessinaient parfaitement, naturellement, jaillissant de son stylo qui dansait sur le papier. Pour la première fois depuis qu'il était là, il eut l'impression que ce roman était véritablement en train de naître. Lorsqu'il leva les yeux de sa feuille, il remarqua que Nola, installée sur un feuillet en osier, en retrait pour ne pas le déranger, s'était endormie. Le soleil était superbe, il faisait très chaud. Et soudain, avec son roman, avec Nola, avec cette maison au bord de l'océan, il lui sembla que sa vie était une vie merveilleuse. Il lui sembla même que quitter Aurora n'était pas une mauvaise chose. Il terminerait son roman à New York. Il deviendrait un grand écrivain et il attendrait Nola. Au fond, partir ne signifiait pas la perdre. Au contraire, peut-être. Dès la fin de son lycée, elle pourrait venir à l'université à New York. Et ils seraient ensemble. D'ici là, ils s'écriraient. Ils se verraient pendant les vacances. Les années s'écouleraient et bientôt leur amour ne serait plus un amour interdit. Il réveilla Nola doucement. Elle sourit et s'étira. « Avez-vous bien écrit ? » ?»« Très. »« Formidable, pourrais-je lire ? » ?»« Bientôt, c'est promis. » Un vol de mouettes passa au-dessus de l'eau. « Mettez des mouettes dans votre roman. » »« Il y en aura à chaque page, Nola. Et si nous partions quelques jours faire ce voyage à Martha's Vineyard ? Il y a une chambre de libre la semaine prochaine. » Elle rayonna. « Oui, partons ensemble. » « Mais que diras-tu à tes parents ?
s'en voulait de s'être laissé prendre par ses ambitions et ses rêves de grandeur. Comment avait-il pu avoir la naïveté de vouloir écrire un grand roman en l'espace d'un été? Il s'était retrouvé à 4 heures du matin sur le parking de la marina. Aurora dormait. Ils avaient roulé à bonne allure jusqu'à Boston. Ils y avaient pris le petit déjeuner, puis ils avaient continué d'une traite jusqu'à Falmouth, d'où ils avaient pris le ferry. Ils étaient arrivés sur l'île de Martha's Vineyard en milieu de matinée. Depuis, ils vivaient comme dans un rêve, dans ce magnifique hôtel du bord de l'océan. Ils se baignaient, ils se promenaient, ils dînaient en tête-à-tête dans la grande salle à manger de l'hôtel, sans que personne ne les regarde ni pose de questions. À Martha's Vineyard, ils pouvaient vivre. Il y avait désormais 4 jours qu'ils étaient là, étendus sur le sable chaud, dans leur crique, à l'abri du monde. Ils ne pensaient plus qu'à eux et au bonheur d'être ensemble. Elle jouait avec l'appareil photo, et lui pensait à son livre. Elle avait dit à Harry que ses parents la croyaient chez une amie, mais elle avait menti. Elle s'était enfuie de chez elle, sans prévenir personne. Une semaine d'absence à justifier, cela aurait été trop compliqué. Alors elle était partie sans rien dire. À l'aube, elle était sortie par la fenêtre de sa chambre. Et pendant qu'elle et Harry se prélassaient sur la plage à Aurora, le révérend Kellergan se rongeait les sangs. Le lundi matin, il avait trouvé la chambre vide. Il n'avait pas prévenu la police. D'abord, la tentative de suicide, puis une fugue. S'il prévenait la police, tout le monde saurait. Il s'était donné 7 jours pour la trouver. 7 jours comme le Seigneur a fait la semaine. Il passait ses journées en voiture à arpenter la région, à la recherche de sa fille. Il redoutait le pire. Après 7 jours, il s'en remettrait aux autorités. Harry ne se doutait de rien. Il était aveuglé par l'amour. De même que le matin du départ pour Martha's Vineyard, lorsque Nola l'avait rejoint à l'aube sur le parking de la marina. Il n'avait pas vu la silhouette tapie dans l'obscurité, qui les observait. Il rentrait à Aurora dans l'après-midi du dimanche 3 août 1975. En passant la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire, Nola se mit à pleurer. Elle dit à Harry qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui, qu'il n'avait pas le droit de partir, qu'un amour comme le leur, il n'y en avait qu'un seul par vie, et encore. Et elle le suppliait. « Ne me quittez pas, Harry, ne me laissez pas ici. » Elle lui disait qu'il avait tellement bien avancé son livre ces derniers jours, qu'il ne pouvait pas courir le risque de perdre son inspiration. Elle l'implorait. « Je m'occuperai de vous, et vous n'aurez qu'à vous concentrer sur l'écriture. Vous êtes en train d'écrire un roman magnifique. Vous n'avez pas le droit de tout gâcher. » Et elle avait raison. Elle était sa muse, son inspiration, celle grâce à qui il pouvait soudain écrire si bien, si vite. Mais c'était trop tard. Il n'avait plus d'argent pour payer la maison. Il devait partir. Il déposa Nola à quelques blocs de chez elle et ils s'embrassèrent une dernière fois. Ses joues étaient couvertes de larmes. Elle s'agrippait à lui pour le retenir. « Dites-moi que vous serez toujours là demain matin. »« Nola, je vous apporterai des brioches chaudes, je ferai le café, je ferai tout. Je serai votre femme et vous serez un grand écrivain. Dites-moi que vous serez là. »« Je serai là. » Elle s'illumina. « Vraiment ? Je serai là, je le promets. » Promettre n'est pas assez, Harry. Jurez, jurez au nom de notre amour que vous ne me laisserez pas. Je jure, Nola. Il avait menti parce que c'était trop difficile. Dès qu'elle disparut au coin de la rue, il se dépêcha de rentrer à Gouskov. Il devait faire vite. Il ne voulait pas risquer qu'elle revienne plus tard et qu'elle le surprenne dans sa fuite. Ce soir déjà, il serait à Boston. Dans la maison, il rassembla ses affaires à la hâte. Il entassa ses valises dans le coffre de sa voiture et jeta le reste de ce qui devait encore être emporté sur la banquette arrière. Puis il ferma les volets et coupa le gaz, l'eau et l'électricité. Il fuyait l'amour. Il voulut laisser un message à son intention. Il griffonna quelques lignes. « Nola chérie, j'ai dû partir. Je t'écrirai, je t'aime pour toujours. » Écrite dans la précipitation sur un morceau de papier qu'il coinça dans l'encadrement de la porte.
retirer, de crainte que ce soit quelqu'un d'autre qui trouve ces mots. Pas de message, c'était plus sûr. Il ferma la porte à clé, monta dans sa voiture et démarra en trombe. Il s'enfuit à toute allure. Adieu Gouskov, adieu New Hampshire, adieu Nola. C'était fini pour toujours. Et c'est la fin de ce chapitre. Donc un chapitre assez triste malgré tout, puisque Harry prend la fuite. Mais on n'en a pas fini d'en entendre parler de ces deux-là. J'ai beaucoup apprécié ce chapitre.